Rebonjour, on reprend donc la suite de la précédente vidéo. On continue un petit peu la loi géométrique et on va faire le point numéro 2 de l'exemple 4. Alors, on modélise le nombre de secondes nécessaires à la désintégration d'une particule radioactive par une loi géométrique de paramètres P. Montrer que P de x plus grand que T1 est égal à 1 moins P puissance T1. Alors, on reprend du coup. On vous dit que x de oméga, c'est x suit une loi géométrique de paramètres petit p. On vous dit que x de oméga, c'est n étoile, du coup. Si vous voulez, on ressort le cours là-dessus. Et donc, ça veut dire que p de x est égal à k, c'est 1 moins p puissance k moins 1, facteur de petit p. Alors, première question, montrer que p de x plus grand que t1, c'est 1 moins p puissance t1. Donc t1, c'est un entier naturel non nul. Alors déjà, on va se contenter de faire une remarque un petit peu débile, mais qui nous servira. Qu'est-ce que ça veut dire être supérieur strictement à t1? Eh bien, comme on est avec des antinaturels, qu'est-ce que ça veut dire être strictement plus grand que 3? Ça veut donc dire être supérieur ou égal à 4. Donc vous êtes plus grand que T1 plus 1. Attention, ça c'est complètement faux chez les réels. Un réel qui est strictement plus grand que 2 n'est pas plus grand que 3 au sens large, évidemment, par exemple 2,5. Mais chez les antinaturels, c'est vrai. Alors, ça maintenant, on l'avait vu dans l'exemple avec la binomiale, là avec les membres du conseil. Qu'est-ce que ça veut dire que x prend une valeur qui est supérieure ou égale à t1 plus 1? Qu'est-ce que peut prendre comme valeur x? Il peut prendre la valeur t1 plus 1, t1 plus 2, etc., etc. Et de manière générale, en fait, x peut prendre toutes les valeurs qui sont comprises entre t1 plus 1 et plus infini. Et là, on reprend le cours. P de x est égal à k, c'est p facteur de 1 moins p puissance k moins 1. Voilà. Bon, là, essentiellement, l'exercice il est terminé parce qu'il nous reste à calculer cette somme. Mais voilà, on va quand même le faire. Alors, première chose, on sort le p par linéarité. Donc ça nous fait p facteur de la somme de t1 plus 1 voilà. Alors, on va essayer de calculer cette série. L'idée pour calculer cette série, c'est toujours essayer de se ramener à la série géométrique usuelle. Et pour cela, on va faire le champ de variable L qui est égal à k moins t1 moins 1. Autrement dit, alors, on va voir pourquoi je fais ce changement de variable un petit peu bizarre. D'abord, je le fais et vous allez en fait comprendre pourquoi. Alors, donc, si on a donc k, c'est ça, donc ça veut dire que lorsque je remplace là-haut k par... Je remplace k par tout ça, donc du coup, le k qui est là, donc je le remplace par L plus T1 plus 1 moins 1. Donc vous remarquez que les 1 se simplifient. Ensuite, vous changez les bornes. Lorsque k prend la valeur T1 plus 1, ben regardez, L il vaut combien? Il vaut T1 plus 1 moins T1 moins 1. L vaut donc 0. Et évidemment, ça justifie mon champ de variable. Pourquoi j'ai fait ce champ de variable là? Tout simplement parce que maintenant ma somme elle part de 0. Et donc je pourrais appliquer ma formule qui me donne la somme des termes d'une suite géométrique. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce champ de variable là. Et toujours pareil, la borne du haut c'est plus l'infini. Alors avant de calculer la somme, il faut que je fasse une petite opération. Là vous voyez à l'intérieur j'ai du 1 moins p puissance L fois 1 moins p puissance T1. Hop, lui c'est un nombre, je le sors par linéarité. Donc
ça me donne P facteur de 1 moins P puissance T1 fois la somme de L allant de 0 à l'infini des 1 moins P puissance L. Et là, vous êtes content parce que vous reconnaissez une série géométrique 1 moins P puissance T1 fois 1 sur 1 moins 1 moins P, toujours pareil, attention aux parenthèses. Ça, on l'a déjà vu, ça faisait P. P fois 1 sur P, ça vaut 1. Et il vous reste 1 moins P puissance T1. Voilà, donc vous avez bien fait la première partie. Je vous invite fortement, encore une fois, à refaire ces calculs. Alors, deuxième question, puis montrer que P de x plus grand que T1 plus D, sachant x plus grand que T1 est égal à P de x plus grand que D. Interprété. Alors, ça porte un nom. Ça va porter un nom. Alors, déjà, on commence, on reconnaît une probabilité conditionnelle. P de x plus grand que T1 plus D, sachant x plus grand que T1, c'est donc P de x inter T1 plus D, c'est pas inter x plus grand que T1. Voilà. Alors, il faut essayer de simplifier cette intersection. Parmi ces deux événements-là, x plus grand que T1 plus D et x plus grand que T1, lequel est le plus petit? On va faire un dessin. Vous êtes d'accord que T1 plus D est plus grand que T1. Donc là, j'ai x plus grand que T1 plus D. Et là, j'ai x en rouge plus grand que, décidément, T1. Quel événement est le plus petit? Eh bien, c'est l'événement en noir. Tout simplement parce que la partie coloriée en noir est plus petite que la partie qui est coloriée en rouge. Donc lorsque vous faites l'intersection, vous retenez le plus petit. Si ça avait été une union, évidemment, j'aurais retenu le plus grand. Mais là, c'est une intersection. Donc ça me donne P de x plus grand que T1 plus D divisé par P de x plus grand que T1. Alors, ah oui, mais P de x plus grand que T1, je l'ai calculé à la question précédente, c'est 1 moins P puissance T1. Alors, vous allez me dire, lui, là, P de x plus grand que T1 plus D, oui, mais lui, je ne l'ai pas calculé. Alors, oui, mais vous l'avez quand même calculé, tout simplement parce que si vous reprenez le calcul de la question précédente et que vous remplacez le T1 par T1 plus D, vous allez avoir le même résultat, c'est-à-dire 1 moins P puissance T1 plus D. Et là, simplification usuelle sur les puissances, ça vous donne 1 moins P, on rappelle que, pas besoin de dénominateur du coup, on rappelle que l'on soustrait les exposants, ça vous donne donc 1 moins P puissance T1 plus D moins T1, autrement dit 1 moins P puissance D. Et là, encore une fois, si vous refaites le calcul de la question précédente, de la partie précédente, vous allez reconnaître P de x plus grand que D. Voilà. Donc ça c'est un calcul, encore une fois, tous ces calculs, refaites-les. Ne vous contentez pas de regarder la vidéo avec votre barre de granola et votre Coca-Cola, faites les calculs. Voilà. Alors, interpréter. Quelle est l'interprétation de ça? En fait, on le reverra dans 2 chapitres, on dit que la loi géométrique, elle est avec absence de mémoire. Ça veut dire que si votre particule radioactive, elle a déjà vécu un certain nombre de temps, par exemple, elle a déjà 10 000 secondes, la probabilité pour que son temps de vie soit égal à 10 000 secondes plus 3 000 secondes, c'est la même probabilité qu'elle ait 3 000 secondes. Il y a une absence de mémoire. Il y a plein de phénomènes comme ça qui ont une absence de mémoire. Par exemple, la durée de vie de l'électroménager, généralement avec absence de mémoire.
évidemment si on ne tient pas compte de l'obsolescence programmée. Voilà. Et enfin, on passe à la dernière variable aléatoire. Alors, rassurez-vous, pour cette variable aléatoire-là, on ne va pas faire grand-chose dessus, tout simplement parce que la loi de Poisson, elle n'a pas d'interprétation, on va dire, concrète. Disons qu'elle a des interprétations, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à voir. Donc, lorsque l'énoncé voudra parler d'une loi de Poisson, il vous introduira systématiquement la loi de Poisson. Ce ne sera pas comme la loi géométrique où il faudra dire on reconnaît le premier succès, etc., etc. Ou alors d'une loi binominale, on compte le nombre de succès, etc. Mais pour votre culture, on peut reconnaître une loi de Poisson dans tout ce qui est phénomène de file d'attente. Par exemple, lorsque on s'intéresse au nombre de personnes qui attendent un guichet, généralement ce sont des phénomènes qui suivent des lois de Poisson. Ou alors, comme vous allez peut-être faire de l'assurance pour certains d'entre vous, eh bien, les phénomènes de sinistres, c'est-à-dire le nombre de sinistres dans une durée de temps qui est donnée, par exemple 1 an, ça suit une loi de Poisson. Voilà. Alors, juste donc pour dire un mot à propos des variables aléatoires qui suivent des lois de Poisson, quand est-ce que l'on reconnaît une loi de Poisson? Toujours pareil, on donne x suit une loi de Poisson si x de oméga c'est égal à n, attention, c'est n, tout à l'heure c'était n étoile, ne vous le mélangez pas les pinceaux, et si, pour tout cas appartenant à n, p de x est égal à k, c'est e de moins lambda, donc lambda c'est un réel positif, facteur de lambda puissance k sur k factoriel. Voilà. Alors, juste pour redire un mot à propos des lois de Poisson, si vous regardez les probabilités, e de moins lambda, donc c'est un nombre, hein, lambda puissance k sur k factoriel. Alors vous ne le savez pas trop, mais la factorielle, c'est une suite qui croît extrêmement vite vers l'infini. Donc autrement dit, comme elle est à votre dénominateur, les probabilités qui sont ici en présence, elles vont très rapidement vers 0. Donc ça veut dire que la probabilité que votre variable aléatoire prenne des valeurs qui sont grandes sont extrêmement rares, extrêmement petites. Et c'est pour ça que la loi de Poisson est aussi appelée la loi des événements rares. Voilà. On va juste dire un mot à propos de son espérance et de sa variance. Alors, l'espérance, elle vaut lambda, et la variance, elle vaut aussi lambda. Alors, juste un mot à propos de l'espérance, tout simplement parce que c'est des choses que on sait faire. Et parce que ça va nous refaire un petit peu retravailler les séries. Alors, encore une fois, x admet une espérance si et seulement si la série des k. Attention, ici, la série est part de 0, hein, converge. Alors, pour tout cas appartenant à, on va préciser après, k, p de x égale à k. Ça vous fait du k, e de moins lambda, lambda k, sur k factoriel. Alors, il faut savoir faire cette simplification. K sur k factoriel, ça vous fait 1 sur k moins 1 factoriel. Écrivez les factoriels avec des produits, des petits points si vous avez un doute. Je rappelle que k factoriel, c'est le produit des entiers qui sont plus petits que k. K, k-1, k-2, etc., etc. Donc là, vous allez me dire, ah oui, mais là, je reconnais justement du coup k sur k factoriel. Et oui, vous avez raison. Ça vous donne donc du e de moins lambda, lambda k sur k-1 factoriel. Ah oui, mais si j'ai laissé un blanc, c'est pas pour rien. Faites attention. Cette chose, elle a un sens, mais lorsque k est dans n étoile. Tout simplement parce que lorsque k vaut 0, rappelez-vous que moins 1 factoriel n'a pas de sens. Attention à ça. Faites attention lorsque vous manipulez des séries avec des factoriels. Mais vous allez me dire, oui, mais du coup, ça ne marche pas. Alors, oui, mais regardez, lorsque k vaut 0 dans cette série, que vaut ce terme-là? Lorsque k vaut 0, j'ai 0 fois p de x égale à 0. Donc, en final, le terme lorsque k vaut 0, il ne sert à rien. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, cette série, c'est exactement la même que lorsque je fais partir k de 1. Et là, je suis sauvé. Alors maintenant, du coup,
On reconnaît une série, on reconnaît presque une série exponentielle. Alors pour avoir une vraie série exponentielle entre guillemets, je le réécris sous la forme lambda puissance k-1 sur k-1 factoriel. Pour avoir une série exponentielle, c'est bien d'avoir les mêmes indices. Donc là, on peut dire que x admet une espérance car cette série-là, donc là j'aurais dû mettre converge absolument, est proportionnelle à une série exponentielle. Et enfin, je peux passer à son calcul. Son espérance, c'est donc la somme de k allant de 1 à l'infini des k p de x égale à k. Je reprends la simplification que je viens de faire. Le e de moins lambda et le lambda, je le sors par linéarité. Et donc, ça me donne la somme de 1 à l'infini des lambda k-1 sur k-1 factoriel. Et là, pour conclure, je n'ai plus qu'à faire un petit changement de variable. Je vais poser L qui est égal à k-1, et ça me donne E de moins lambda, la somme de L allant de... Alors, lorsque k vaut 1, L vaut 1 moins 1, 0. Alors là, vous reconnaissez une série exponentielle. Je vous invite à revoir le chapitre sur les séries, je crois que c'est le chapitre 10. Et donc, là, vous reconnaissez une série exponentielle, ça vous donne du E de lambda. Et donc, E de moins lambda, facteur de E de lambda, ça fait 1. 1 fois lambda, ça fait lambda. Et donc, vous retrouvez votre espérance qui est égale à lambda. On ne va pas faire la variante, puisque c'est un petit peu plus compliqué. Et on ne va pas faire l'exemple 5, tout simplement parce que les lois de Poisson apparaissent trop peu fréquemment. En plus, notamment que les situations sont quand même un peu exceptionnelles. Pour la prochaine fois, donc je l'avais redit dans la précédente vidéo, mais on corrigera les exercices 198, 199 et 200, qui sont donc des exercices de ce nouveau chapitre. Et je vous souhaite une bonne journée.